Donc si vous voulez bien reprendre vos places, et j'en profite également, j'ai reçu un texto pour indiquer, on parlait tout à l'heure de la démographie médicale et des professionnels qui s'installent, et donc saluer également l'installation du docteur Frédéric Paul, ancien médecin psychiatre militaire, qui s'installe en tant que psychiatre libéral dans les anciens locaux de la Gazette du Morvan. Nous n'avions plus de psychiatres libéraux à Autun. Il y a un besoin important sur la santé mentale. Il y avait des consultations évidemment, mais pas de médecins à plein temps. Et nous avons salué son installation et également favorisé le partenariat avec les différentes instances qui s'occupent de santé mentale ou l'hôpital et d'autres professionnels de santé, en saluant également la mise en place de la CPTS, qui est aussi un outil de travail en commun et d'attractivité à la communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé, qui est en train de se mettre en place entre le Morvan et l'Autunois, et qui permet justement que les médecins ne restent pas isolés, et en plus qu'ils puissent travailler de concert sur les actions en faveur des habitants, notamment la prévention, avec un projet également porté par la Mutualité française qui se met en place sur la prévention, Prévento, qui a pour but là aussi de favoriser la bonne santé, le bien-être et d'essayer de diminuer le recours à la médecine curative par une meilleure prévention des risques, notamment chez les personnes âgées. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de changer un peu l'ordre du jour et de passer au rapport d'utilisation des subventions perçues par les organisations syndicales. Véronique Paco, en commençant par Force Ouvrière, puis la CGT qui nous a fait parvenir un texte. Véronique Paco. Oui, donc il s'agit du rapport 5.3. Rapport sur l'utilisation d'une subvention perçue par une organisation syndicale, en l'occurrence l'Union locale Force Ouvrière. Donc, il revient aux organisations bénéficiaires de présenter le rapport sur l'utilisation de la subvention qui a été attribuée par la ville d'Autun. Et donc, Monsieur Laureau, je vous remercie de votre présence ce soir et je vous laisse la parole pour présenter le rapport de Force Ouvrière. Bonsoir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, monsieur Michel Vaillot, secrétaire de l'Union locale d'Autun, s'excuse pour son absence à ce conseil municipal, mais il est retenu par des contraintes familiales. C'est pour cette raison que je le remplace pour la présentation du rapport d'activité 2023 de l'Union locale Force Ouvrière d'Autun. On tient d'abord à vous remercier pour l'attribution de la subvention de fonctionnement pour l'Union locale Force Ouvrière qu'on a perçue. Pour le rapport d'activité, on a fait 58 dossiers traités, ont été traités ou sont en cours de traitement. Les dossiers finalisés, c'est 8 ruptures conventionnelles, 23 licenciements économiques, 4 licenciements pour faute, 8 licenciements pour inaptitude et 6 procédures de rupture transactionnelle. La répartition des litiges, c'est 41 à Autun, 3 à Mèvres, 5 au Creusot, 1 à Percy-les-Forges, 1 à Montchanin, 2 à Chagny, 1 à Marmagne, 1 à Cuissy-en-Morvan, 1 à Chissy-en-Morvan et 2 à Étang-sur-Arroux. Donc le domaine est quand même assez grand. Les dossiers en cours, on a 9 dossiers qui sont en attente d'être finalisés. Les juges prud'homaux pour les dossiers de 2021 et 2022 en cours ont donné raison à l'Union locale Force Ouvrière d'Autun en condamnant 2 entreprises autunoises rendues en avril 2023 pour l'un et en septembre 2023 pour l'autre. Actuellement, l'Union locale Force Ouvrière accompagne les salariés de l'entreprise Veldeman dans leur démarche auprès de l'expert judiciaire ainsi que dans leur demande de rupture conventionnelle et de démission. Ce sont presque 70 salariés qui sont face à des RPS dus à leur situation qui perdure depuis de nombreux mois.
Nous avons régulièrement des entretiens individuels ou entretiens de groupe avec les salariés qui le demandent. L'Union locale Force ouvrière intervient auprès des mandataires et experts pour que les salariés touchent leur salaire, très souvent avec 3 semaines de décalage. Nous sommes plutôt inquiets sur le devenir des quelques 70 emplois du site de Saint-Forgeau. L'Union locale Force ouvrière est aussi en soutien aux 27 salariés du site de Confolens dans les Charentes avec des entretiens téléphoniques réguliers. L'Union locale a œuvré dans l'implantation des syndicats lors des élections professionnelles sur le bassin autunois. L'Union locale, par le biais de l'Association Force ouvrière des consommateurs, donc la FOC, dont les permanences se déroulent au sein de l'UL, est intervenue 14 fois pour des litiges entre consommateurs et commerçants, ainsi que les opérateurs de téléphonie. L'Union locale, avec l'intersyndicale locale CGT, CFDT, FSU, UNSA, etc., a participé activement au bon déroulement des manifestations contre la réforme des retraites. Ces regroupements et distributions de tracts sur les ronds-points se sont déroulés dans le calme, toujours en collaboration étroite avec la gendarmerie locale. L'Union locale Force ouvrière a aussi participé aux manifestations contre la fermeture de la maternité. Ce ne sont pas moins de 1350 heures passées au traitement de dossiers, au déplacement dans les entreprises, au temps passé au téléphone, etc. L'Union locale, via le CFMS, Centre de formation des militants syndicalistes, c'est aussi la formation au droit social de tous les adhérents FO, qu'ils soient élus ou non. Ce sont 24 salariés, cadres, employés, ouvriers qui ont bénéficié sur cette année, soit un total de 1008 heures. 6 autres salariés sont programmés au 8 janvier 2024. L'Union locale Force ouvrière n'assure plus vraiment de permanence régulière, mais regroupe ses rendez-vous, sauf urgence bien évidemment, sur des après-midi complètes de 14h à 21h, ou bien encore en télétravail avec les gens au domicile. Ceci, c'est afin de limiter au maximum les frais kilométriques. Les frais financiers, c'est la location du local syndical, 150 €, location de la ligne téléphonique, 260 €, achat de tonnerre, cartouches imprimantes, ramette papier, fourniture administrative, 160 €. Achat d'une imprimante, 60 €, plus frais de fonctionnement environ de 250 € en déplacement, restauration, etc. Les prévisions, donc c'est l'achat d'un PC pour remplacer celui qui est existant et qui est devenu obsolète. Voilà, j'en ai terminé et je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'expression de ma considération distinguée. Le secrétaire Michel Vaillot. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cet accompagnement utile pour les salariés de Veldeman, dont nous connaîtrons, j'espère, le nouvel employeur le 6 octobre, mais qui sont en effet dans une situation complexe liée à la faillite et la liquidation de la société mère belge, en espérant effectivement que les choses s'améliorent, que les salaires puissent être versés jusqu'au bout et de nouveau par le repreneur connu incessamment. Il y a plusieurs dossiers sur la table, certains étant plus ou moins bien-disants social. Merci également pour l'action parfois méconnue de l'AFOC, qui est une association dépendante de l'Union locale, enfin de Force ouvrière, et qui défend les consommateurs, notamment dans leurs litiges, effectivement, avec des opérateurs téléphoniques ou des commerçants, fournisseurs d'énergie, concessionnaires automobiles, etc. Merci pour cette présentation obligatoire. Je vous propose de lire peut-être une question, Michael Guichot, Frédéric Brochot aussi. Simplement saluer le travail de Force ouvrière et de la CGT sur l'accompagnement notamment individuel pour les salariés. Et j'en profite pour saluer aussi Rémi Fonvielle qui a quitté le territoire cet été pour d'autres contrées bourguignonnes, en saluant son travail. Pour la CGT, Frédéric Brochot. Non, également saluer le travail qui est effectué par le monde ou la sphère du syndicat.
À savoir que le combat que vous menez sur les différents problèmes que des entreprises peuvent rencontrer, et puis surtout pour le monde de l'ouvrier, nous les élus, on est à vos côtés, hein. Je salue le travail quand même constructif que l'on a ensemble, hein, bien au-delà voilà, de mandat municipal, mais un travail qui va réellement dans le sens de l'économie d'un territoire, du développement d'un territoire, et puis surtout garder, je dirais, un certain pouvoir d'achat pour nos concitoyens ouvriers, qui font vivre le territoire, et c'est très important. Et moi, je tenais réellement à saluer, voilà, le travail constructif que l'on a ensemble, et je pense que voilà, on sera dans n'importe quelle collectivité, je dirais, toujours aux côtés de différentes rencontres et dialogues pour tirer vers le haut, tout en ayant quand même aussi bien dans la vision le problème aussi aujourd'hui de trouver pour certaines entreprises du personnel. Beaucoup d'entreprises sont dans la difficulté personnelle, transmission. C'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité et où on doit aussi travailler ensemble pour permettre que des entreprises aussi puissent pérenniser dans la durée. Aujourd'hui, certaines sont en difficulté, faute de personnel, mais je sais très bien que Elio, tu as bien conscience, et ton syndicat, tu as bien conscience de ce travail-là que nous devons mener ensemble. Merci. Merci beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre acte de l'utilisation de cette subvention de 400 €, subvention annuelle. Et je vous propose de lire ce que la CGT nous a envoyé. Il ne pouvait pas être présent. FO et la CGT étant les deux seules organisations syndicales qui nous sollicitent et qui donc obtiennent une subvention de fonctionnement de mémoire strictement égale. Donc la CGT nous indique avoir travaillé notamment auprès de l'entreprise Honeywell, là aussi à Saint-Forgeau, avoir développé un certain nombre d'activités, avoir participé à des mouvements sociaux. On a des devis, même des factures de photocopie pour des tracts syndicaux à hauteur de 958 €, ce qui est supérieur d'ailleurs à la subvention. En ce qui concerne la subvention précisément, elle a servi à divers achats de petits matériels, frais d'accueil de nouveaux syndiqués, frais de transport et divers. Cette subvention, nous dit le secrétaire général de l'ULCGT, Gilda Stiliette, est pour nous, pour la CGT, une reconnaissance de la part du conseil municipal d'un travail qui peut s'assimiler à un service public. C'est ce qu'on disait à l'instant avec Frédéric. La situation sociale et économique entraîne pour une partie de la population, en particulier un certain nombre de salariés, l'obligation de se tourner vers nos organisations syndicales pour obtenir la reconnaissance et la défense de leurs droits. En vous remerciant et en espérant le maintien de cette subvention, recevez, Monsieur le maire, nos salutations syndicalistes. Je propose donc de prendre acte également de cette forme de justification de la subvention perçue, et donc de reprendre ensuite le cours normal de notre conseil municipal sur les affaires foncières, numéro 3.6, la vente de bois Gauthier-Jiménez. Merci, monsieur le maire. Alors, donc, considérant que la gestion de la forêt communale d'Autun est soumise au régime forestier et confiée à l'ONF, considérant ensuite que l'ONF propose de procéder à l'exploitation et à la vente des bois situés parcelle 58A, parcelle 14 à 16 à Ménicourt, dans le cadre de conventions qui définissent les conditions techniques, et considérant que cette vente de bois s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de bois d'œuvres résineux de qualité sciage. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les conventions avec l'ONF jointes en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document s'y rapportant.
Merci beaucoup. Sur cette vente de bois, y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Des oppositions, des abstentions. Unanimité, je vous remercie. Et ensuite, l'état d'assiette et la destination des coupes. Bien, donc, merci Monsieur le maire. Considérant que le document d'aménagement de la forêt communale période 2019-2038 prévoit des coupes dans les parcelles des massifs de Montmain et Ménicourt, et considérant qu'il est ainsi proposé d'inscrire à l'état d'assiette 2024 les parcelles suivantes dont je vous laisse prendre connaissance, et considérant que les coupes suivantes étaient également programmées mais compte tenu de contraintes, il est proposé de les reporter. Donc, considérant que les produits de la parcelle 56I sont proposés à la vente de bois façonné et futé par l'ONF, et considérant que dans le cadre d'une vente groupée conclue en application de l'article L214-6 du Code forestier, le prix de vente sera en totalité encaissé par l'agent comptable secondaire de l'ONF. Considérant qu'il est nécessaire d'accepter sur le territoire communal relevant du régime forestier le dépôt des bois issus du domaine forestier, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce programme de coupe et leur destination et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a de l'irrégularisation de pins en lien avec notre gestion durable, y compris sur les donc résineux, et puis sur des feuillus, de la conversion en futaie régulière sur du feuillu sur un petit lot, des éclaircies sur du Douglas, et tout cela évidemment sous le cadre du régime forestier public avec l'Office national des forêts. Sur les coupes de bois, y a-t-il une question? Je propose de passer au vote. Des oppositions, des abstentions. Unanimité, je vous remercie. Et Gauthier, je te propose de continuer sur le 4.1, approbation d'une modification au marché public de fouilles. Donc, vu le marché public numéro 2022-15 pour le panoptique, et donc considérant que la DRAC a prescrit une extension de l'emprise de fouilles afin de connaître la limite orientale de la cave voûtée d'ogive du XIIIe siècle. Donc, considérant que cette prescription entraîne des prestations supplémentaires en termes de préparation, acquisition et traitement de données, pour un montant total de 16 592,08 €, taxes tout compris, soit 4,39% du marché initial. Il est proposé au Conseil d'approuver la modification numéro 1 au marché public pour un montant de 13 826,73 € hors taxes. Et article 2, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint et en délégation pour signer les marchés publics à procédure adaptée. Merci pour cet avenant numéro 1, consécutif à une prescription d'extension du service régional d'archéologie sur la fouille Lacombe. Sur cet avenant représentant 4,39% du marché initial, y a-t-il des questions? Frédéric Brochot puis Michael Guigeot. Pas de questions, mais bon, on se retrouve encore avec une extension sur les fouilles. Et comme je l'ai dit déjà auparavant, on a fait déjà quelques modifications, on continue à en faire. Sur certaines, on avait approuvé sur des ajustements. Maintenant, vu le coût qui est quand même assez conséquent pour la ville et donc pour le contribuable, on ne change pas notre position. Nous voterons contre ce budget encore supplémentaire au coût initial. Merci. Michael Guigeot. Oui, j'ai eu l'occasion de me rendre sur place. Pour les fouilles, il y avait une journée porte ouverte. Je crois que c'était au tout début de l'été. Il y en a eu deux, en fait. Deux. Il y a la journée de l'archéologie. J'en ai fait une. Et on a fait rebelote avec les journées du patrimoine. Donc, en fait, il y en a eu un. Ah, on n'a pas ouvert les fouilles aux journées du patrimoine, on a ouvert la prison. Pardon, autant pour moi. Je suis allé, j'y vais régulièrement, donc je ne vais pas forcément aux portes ouvertes. Donc, tout à fait. Donc, c'était la journée nationale d'archéologie qui se déroule, je crois, fin juin. Pardon. Donc je voulais quand même saluer le travail de titan qui était fait par le service d'archéologie de la ville et la société Archéo du Nôme qui travaillent en collaboration. Ça permet d'avoir des connaissances supplémentaires sur notre ville. Hein. On rencontre un rempart romain, une maison médiévale et un hôtel du XVe siècle, des vestiges en tout cas, sur ce secteur de l'hôtel Lacombe. Donc ça paraît quand même intéressant. En plus de la nécessité
de la construction du musée, de pouvoir accroître nos connaissances sur la ville. Et on peut constater également que du monde se déplace assez massivement pour ces portes ouvertes. Je vous encourage à développer encore ce genre d'initiative. Je pense que les Autunois sont en demande, en tout cas. Ma question par rapport à cette rallonge financière, puisque c'est le service régional d'archéologie qui le demande, est-ce que cet accompagnement peut se faire aussi financièrement, en plus de ce qui était prévu initialement? Est-ce que ça sera subventionné, en fait? Et j'ai d'autres questions un peu connexes par rapport au musée. Est-ce qu'on connaît l'impact de la fermeture du musée sur la fréquentation touristique de la ville? Parce que c'est le premier été, grosso modo, où on fait une saison touristique sans musée. Peut-être que Véronique Paco pourra me répondre sur le sujet. Et également, on a tendance à lire ici ou là que l'ouverture, c'est plus 2026, mais 2027. Savoir ce qu'il en est exactement. Et se poser la question, si l'impact touristique se fait sentir, comment éventuellement, j'ai déjà posé la question, faire des expos peut-être temporaires, ou en tout cas un lieu d'exposition un peu permanente avec les œuvres majeures du musée, comme Ève, la Nativité, ou la mosaïque de Bellérophon, et j'en passe. Voilà, parce que 2027, c'est encore un petit peu loin, et peut-on se passer de toutes ces œuvres pendant plusieurs années? Merci beaucoup de ces différentes questions. Alors, et on a évidemment à l'esprit la bonne utilisation des deniers publics. C'est pour cela que on est vraiment au plus près du budget sur la fouille qui a pour objectif, on le rappelle, c'est la circulation verticale, escalier et ascenseur, qui nous permettra d'être entièrement accessible. Et nous avons eu la semaine dernière le passage en sous-commission départementale d'accessibilité où nous avons été félicités pour justement ce projet qui rendra entièrement accessible, au-delà de tous les autres aspects, entièrement accessible un musée qui ne l'était pas, notamment pour les personnes à mobilité réduite, ce qui effectivement est une gageure dans un endroit si contraint. Aujourd'hui, donc la fouille avait pour objectif de localiser le rempart du Bas-Empire et d'étudier les élévations, c'est-à-dire de creuser jusqu'à 5,40 mètres de profondeur, notamment grâce à l'entreprise Dufrègne, qui, en plus de Archéodunum, qui est basée à Bibracte, mais est une des entreprises qui est intervenue sur l'étaiement de ces fouilles qui représentent un défi technique important, puisque on fouille à l'intérieur d'un site bâti. Elle a été engagée en février 2003 et elle reprend début 2024. Cette modification du marché découle donc d'une modification de la prescription initiale de l'État par arrêté du 6 juillet 2023. En effet, suite au premier résultat de la fouille qui a été prescrite le 22 janvier 2022, donc elle est prescrite, on fouille, on a une nouvelle prescription, on refouille, on est effectivement dans un temps chronométré avec l'État. Le service régional d'archéologie a prescrit une extension de l'emprise de la fouille afin de reconnaître la limite orientale de la cave voûtée d'ogives du XIIIe siècle immédiatement adjacente, d'identifier les autres maçonneries éventuellement présentes dans le sous-sol et préciser l'espace effectivement disponible pour l'aménagement de la circulation verticale projetée dans l'angle nord-est de l'aile médiane de l'hôtel Rollin, positionnement de l'ascenseur, en sachant qu'effectivement, si les fouilles n'avaient pas permis le positionnement de l'ascenseur, il aurait fallu reprendre une partie d'études pour retrouver un autre endroit pour positionner cette circulation verticale. Donc l'emprise de la fouille initiale génère des prestations complémentaires en termes de préparation de chantier, d'acquisition et de traitement de données qui n'étaient pas prévues au marché initial, d'où ce surcoût de 4,39% du marché. C'est effectivement une association du service d'archéologie de la ville d'Autun avec l'opérateur titulaire sous la forme d'un contrat de sous-traitance. Ce qui fait que sur cet avenant numéro 1, le service d'archéologie de la ville d'Autun est associé sous la même forme, que cette association est valorisée dans le surcoût à hauteur de 2600 €. Donc en fait, dans le montant hors taxe, donc sur les 13 800, il y a 2600 qui en fait reviennent à la ville d'Autun dans le budget annexe archéologie, puisque notre opérateur, notre service archéologie agit aussi comme un opérateur du coup concurrentiel et qui est là en sous-traitance. À ce stade,
une subvention du Front national d'archéologie préventive avait été obtenue. Un complément de subvention n'a pas été nécessairement sollicité à ce stade, puisque il sera en théorie demandé lors de la notification du marché modifié à la DRAC. C'est-à-dire qu'on demandera la subvention du Fonds national d'archéologie préventive, qui est d'environ 15% minimum par rapport à la prestation notifiée du marché. Donc sur effectivement ce surcoût de 13 800, il y aura probablement une subvention d'environ 10% et 2600 € qui reviennent en fait à la ville d'Autun dans le budget annexe d'archéologie. Sur la fréquentation, je laisserai peut-être répondre Véronique Paco. Sur les expositions. Donc nous travaillons actuellement sur la programmation budgétaire 2024. À ce stade, ce qui a été retenu en priorité dans cette idée, c'est également de pouvoir trouver un lieu pour des expositions temporaires de chefs-d'œuvre du musée qui soient également accessibles. D'où le choix du Muséum d'histoire naturelle qui connaîtra des travaux importants pour la mise en accessibilité, à la fois le temps de cette exposition temporaire, mais également pour la suite, puisque aujourd'hui notre muséum n'est pas du tout accessible aux personnes à mobilité réduite, et en particulier pas par son entrée principale. Donc il y aura cette mise en accessibilité du rez-de-chaussée dans un premier temps, sachant que on a la possibilité d'une télévisite sur le haut, et je laisserai peut-être Patrick s'il veut compléter. Et donc le choix qui a été retenu et qui permet à coût constant, c'était vraiment aussi la deuxième exigence, accessibilité, coût constant, de pouvoir présenter au public les œuvres majeures du musée Rolin, voilà, c'était une réflexion compliquée, pas pendant la période des travaux, et qu'elles ne soient pas stockées en réserve ou prêtées. Donc le choix s'est porté sur les salles d'exposition temporaires du muséum, ce qui fait que des travaux de sécurisation, d'isolation, de reprise des huisseries de ces salles vont être proposés au budget 2024. Ce sont des travaux assez substantiels, mais qui permettent là aussi, après la rénovation complète et la stabilisation de la structure de la salle des minéraux, d'avoir des salles d'exposition temporaire, notamment les deux premières salles, la troisième étant un salon qui est plutôt en bon état, mais les deux premières, le couloir et la première salle qui dispose d'une vitrine centrale, donc de les remettre au goût du jour, de changer aussi les sols pour que les sols soient également mieux adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux ménages nécessaires, et donc de les utiliser comme suit pour la présentation des œuvres majeures du musée. Le couloir, la salle allongée, c'est pas un couloir, mais la salle allongée d'entrée sera une présentation, ce qui nous paraît utile de le faire à ce stade, du projet de musée, avec voilà l'explication du projet retenu, les fouilles, pour expliquer justement pourquoi on fouille et ce qu'on trouve. On a trouvé notamment l'éperon du chancelier Rolin lors des fouilles devant la prison, devant le pavillon des gardiens, et également des éléments graphiques et 3D pour comprendre le fonctionnement du futur musée. Donc ça, ce sera la première aile. Ça nous coûte quasiment rien. C'est imprimer des panneaux, exposer des résultats de fouilles, et on est en train de travailler avec l'équipe de maîtrise d'œuvre sur justement une présentation 3D, comme vous avez pu en voir sur l'ancien hôpital. Ça permet de visualiser. Et ensuite, on sélectionnera, Gauthier Jiménez et Agathe Legros travaillent dessus. J'ai regardé également les œuvres sélectionnées, entre une vingtaine et une quarantaine d'œuvres majeures. Alors, la mosaïque du Bellérophon, c'est un peu compliqué de les faire rentrer dans les salles d'expo temporaires. Néanmoins, l'idée, ou en le découpant, ou en le reconstituant et puis en recollant les petits bouts de mosaïque,
L'idée est de pouvoir présenter l'Ève d'Autun, puisque c'est assez compliqué aujourd'hui les négociations avec l'État pour pouvoir le présenter éventuellement dans la cathédrale, donc on le présente chez nous. De pouvoir présenter la Vierge Buliot, et j'indique à tout le monde qu'il y a une souscription encore en cours pour donner un peu de sous pour aller plus loin dans la phase de restauration de cette œuvre. Et puis un échantillon d'autres collections ou d'œuvres qui sont rentrées ou d'objets qui sont rentrés récemment dans les collections du musée. Je pense notamment au Solidus de Valentinien III qui avait été trouvé par un pêcheur dans la Roue, au confluent de la Roue et du Ternin, et qui est tout à fait intéressant, ainsi que d'autres artefacts, notamment autour de Pistilus et de ce qu'on a trouvé autour de la Gentois. Et donc ça permettra à coût constant, parce que c'est vraiment important effectivement à la fois de présenter au public, mais de ne pas avoir de coûts supérieurs. D'une part, de réduire notre budget d'exposition temporaire au muséum pendant cette période, puisque ce sera occupé par ces chefs-d'œuvre du muséum. Le nom de code, c'est Musée hors les murs, mais c'est notamment l'acronyme n'est pas terrible, mais on appellera ça plutôt, je pense, les chefs-d'œuvre du panoptique. Et le vase Diatrette, avec le retour de l'État à la ville du vase Diatrette, c'est une procédure qui est en cours. Donc, une économie sur les frais de fonctionnement du muséum, puisque finalement, pendant un certain temps, effectivement, jusqu'en 2027, fin 2027, il n'y aura, dans ce cas, pas d'exposition temporaire. Et d'autre part, ça nous permet de dégager du temps à Jean, parce que si nous avions décidé de ne pas avoir, qui était une option sur la table, de ne pas avoir cet espace de présentation temporaire des œuvres, l'idée était de faire une politique expansionniste de prêt à d'autres musées. La Nativité, qui fera partie aussi de ces œuvres présentées, est partie à Berlin, elle est revenue. Mais les prêts, ça rapporte pas forcément d'argent. Ça coûte parfois un petit peu parce qu'on participe au transport, et surtout ça prend énormément de temps à l'équipe. Donc moins de prêts, on va quand même faire un peu de prêts parce que c'est important de faire rayonner nos œuvres. Un peu moins de prêts, moins d'expos temporaires, des travaux d'accessibilité et de rénovation qui serviront à l'avenir au muséum, et effectivement l'intérêt à la fois de présenter le projet et que des œuvres majeures pour lesquelles les touristes viennent. Et je vais laisser maintenant Véronique nous dire ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'on a eu des gens qui étaient frustrés de ne pas voir l'Ève, qui étaient frustrés de ne pas voir la Vierge Buliot, qui étaient frustrés de ne pas voir un certain nombre d'éléments iconiques des collections historiques du musée Rolin, de pouvoir venir les admirer, en espérant aussi que ça permette de booster la fréquentation du muséum. Et on en a eu un très bel exemple pendant la Biennale d'art sacré contemporain, où le fait d'inclure pour la première fois le muséum dans le parcours de la Biennale a fait littéralement exploser les chiffres dans les salles, dans les endroits réservés à la Biennale, mais aussi dans l'ensemble du muséum. Et donc, dans ce cadre-là, on espère attirer un nouveau public, d'autant qu'on est en train de travailler, vous avez peut-être vu la presse, à la fin de la capture 3D de l'ensemble du site des Télos avant démolition. Ça va se passer, je crois, dans les jours à venir, pour une reconstitution virtuelle qui sera présentée au muséum de l'ensemble de la fabrication de schistes bitumineux, depuis le concasseur jusqu'au convoyeur, avec une partie sur la mine aussi, et qui est là aussi, je pense, une mission importante du muséum, de garder la trace de notre passé industriel, qui n'est pas qu'un passé. On a encore beaucoup d'emplois industriels, mais la trace de l'exploitation minière et des énergies fossiles. Et donc pour tout ça, on présentera au budget donc 2024 des travaux d'amélioration, d'accessibilité du muséum qui permettront d'accueillir à coût constant. L'idée n'était pas de recréer un musée, de reconstruire quelque chose, de réaménager quelque chose de manière artificielle, mais aussi en termes de surveillance, d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Voilà les arbitrages qui sont en train d'être définis et pour lesquels on présentera au budget 2024 des perspectives, notamment d'investissement sur ces aspects. Juste dire que c'est une excellente nouvelle pour la culture autunoise et le développement touristique. Bravo pour cette initiative. Merci. C'est
un chantier à mener, parce que pour l'instant, on lance, mais l'idée est de pouvoir les présenter à l'été 2024. Ce qui entraînera une phase de travaux assez lourde sur l'accessibilité et sur les salles, qui pourra entraîner aussi potentiellement une fermeture hivernale un peu plus longue que d'habitude du muséum, le temps de remettre ces salles à neuf, mais on aura les minéraux neufs, la salle d'exposition temporaire neuve. On a aussi une donation, je ne sais pas si c'est dans les délibérations là, où j'ai vu qu'on avait une donation d'estampes de papillons remarquables. Pas encore fait, donc on n'en parle pas encore, mais ça suscite aussi un certain nombre de dons et de donations qui mettront en valeur, j'espère, les collections du muséum, qui est maintenant dirigé par un duo dynamique à sa tête. Véronique, peut-être sur les chiffres de fréquentation estivaux? Oui, tout à fait. Merci, monsieur le maire. Donc, sur la fermeture du musée, bien sûr que c'est un manque. Ceci dit, nous l'avions annoncé très en amont sur le site internet de l'Office de tourisme. Donc, les gens étaient prévenus et ils n'ont pas, accueilli la déception au dernier moment. Donc, c'est-à-dire qu'en venant à Autun, on a su leur proposer d'autres visites, notamment à travers les visites guidées et les applications smartphone que nous avons mises en place et qui ont vraiment connu cet été un succès grandissant, puisque c'est la première en fait saison estivale où nous avons des visiteurs et des touristes qui font l'intégralité des visites de nos monuments à pied, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc à pied, en s'arrêtant en fait au gré de leur balade, donc ce qui est très bien, parce que c'est une fréquentation aussi de nos cafés, brasseries, commerçants, restaurants, et ça c'est un point qui est à souligner et qui est pour le moins nouveau. Quelques chiffres, on va dire très concrets, si vous voulez connaître les fréquentations guichet 2023. Donc je suis désolée, j'ai pas les chiffres totalement à jour, du moins en tête, mais je préfère vous dire ce qui est statistiquement prouvé. Nous étions à 9703 passages au 31 juillet 2023. Donc, ce qui veut dire passage physique guichet. Donc, quelqu'un qui vient d'ailleurs, puisque nous demandons la ville d'origine du visiteur, donc qui vient d'ailleurs pour interroger les équipes. Et sur ces passages, il y avait 6490 Français et 3213 étrangers. Donc, étrangers avec une remontée en fait des touristes allemands que l'on avait un petit peu perdu ces dernières années, et aussi ce qui est nouveau, nous avons maintenant des touristes italiens. Donc là, on doit dire que c'est nouveau, parce que même avant Covid, on n'avait pas énormément de touristes italiens, mais je pense que voilà, ils sont les bienvenus sur notre ville, et ils ont peut-être aussi des intérêts à visiter notre ville, puisque nous avons quand même beaucoup d'attaches avec l'Italie. Voilà ce qu'il en est sur la fréquentation touristique. Merci. Et en sachant qu'on aura un produit à proposer collectivement, puisqu'on a une réunion avec le Centre des Monuments Nationaux fin octobre, un chantier qui a un peu pris du retard, un chantier d'État, qui est donc le Trésor de la cathédrale, dont l'ouverture, j'espère, est proche. Les travaux vont bientôt être réceptionnés par l'État. Et qui permettront là aussi d'avoir un produit à proposer dans les hauts quartiers. La Biennale d'art contemporain a doublé sa fréquentation, on en parlera tout à l'heure, je crois qu'il y a une convention. Et puis on était également sur une pente favorable par rapport à la cathédrale, puisque depuis 2018, nous avons un éco-compteur qui compte, et ensuite c'est retraité notamment des périodes de messe, etc. Et l'éco-compteur qui donnait 85 400 visiteurs en 2019, en 2022 donnait 86 340 visiteurs à la cathédrale. Avec cette année, je pense, une hausse supplémentaire. On n'a pas encore les chiffres totaux sur l'année. Donc il y a effectivement, on le voit aussi, des Coréens qui sont venus, des groupes, on a des autocars qui reviennent. Je pense que la politique de promotion aussi de l'Office de tourisme, que ce soit dans Auto Plus, que ce soit dans différents médias récents qui ont mis en valeur
l'autojournal Europe 1 aussi récemment, qui ont mis en valeur le territoire, ont été, ainsi que évidemment le 3 étoiles du guide vert, ont permis là aussi de remettre de la visibilité. Mais je suis persuadé qu'on peut faire encore mieux, et c'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe de l'Office de tourisme et à l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce secteur à Autun et dans l'Autunois, de continuer à poursuivre cette remontée en gamme. Et on travaille évidemment sur le patrimoine, sur le théâtre romain, sur l'hôtel Saint-Louis, dont on a acquis, vous le verrez dans l'ADM, les meubles, et on s'attend à très vite une vente des murs pour aller encore plus loin dans ce potentiel touristique qui reste encore à exploiter encore plus fort. On s'est un petit peu éloigné de l'avenant numéro 1 au marché de Fouilles, mais voilà, c'est notre patrimoine au sens large, notre attractivité touristique et notre histoire locale, mais même au-delà. Et donc c'était Gauthier, je crois, qui rapportait. Donc sur cette délibération d'avenant numéro 1 au marché de Fouilles, donc y a-t-il des oppositions? Donc 5 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Et donc les 5 oppositions: Frédéric Brochot, Anatole Sago, Catherine Leflon, Angéline Gorini, Florence Garnier. Je vous remercie. Et nous passons maintenant à la décision modificative numéro 3. D'ailleurs, il y aura une feuille d'émargement à signer, comme pour tout budget annexe. Véronique Paco. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc l'approbation de la décision modificative numéro 3 du budget principal de la ville d'Autun. Donc je vous rappelle brièvement les principales dépenses et les principales recettes. Donc en section de fonctionnement, on dépense au chapitre 011 en charge de caractère général, vous auriez la somme de 129 784 euros qui correspond en fait à des actions portées par la DCSU et une prestation de service pour la police municipale. Au chapitre 012, les charges de personnel et frais assimilés qui concernent la rémunération d'intervenants lors des spectacles de la saison culturelle. Au chapitre 014, une atténuation de produits pour la somme de 20 000 euros. C'est un complément d'attribution de compensation pour les services communs de l'année 2023. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, donc ce sont les subventions aux associations et une prestation informatique pour le passage en mode cloud. Le chapitre 022 en dépenses imprévues, 99 239 euros. En chapitre 023, le virement à la section de fonctionnement, moins 14 767 euros. En fait, ce sont des écritures pour équilibrer. Ce chapitre correspond à de l'autofinancement. En recettes, au chapitre 73, impôts et taxes, la somme de 14 684 euros. C'est un ajustement suite à la modification du fonds de péréquation des EPIC 2023. Chapitre 74, dotations et participations, la somme de 124 744 qui correspond donc à ce que je vous ai cité auparavant en dépenses. C'est la recette en fait et les attributions de subventions pour des actions portées par la DCSU. En section d'investissement en dépenses, chapitre 204, subventions d'équipement pour la somme de 15 715 euros. Donc, ce sont des subventions versées au café-restaurant pour l'acquisition de mobilier terrasse dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Donc, nous avions passé un règlement lors d'un précédent conseil municipal et une subvention versée à la société Eduenne pour l'acquisition d'archives. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, donc la somme de 98 432 euros.
dont le détail figure dans le rapport. Donc création de terrain de basket 3x3, les frais notariés, donc des crédits complémentaires pour des frais notariés. L'achat d'un traitement de cyanobactéries pour le plan d'eau du Vallon qui nous a permis de maintenir le plan d'eau ouvert durant la saison estivale et de continuer à procéder aux locations de pédalos et paddles et d'avoir des activités sur le lac. Au chapitre 041, opération patrimoniale, donc 407 972 €, ce sont des écritures de régularisation du patrimoine. Et en section d'investissement recettes, au chapitre 13, des subventions d'investissement, d'un montant de 128 914. Donc c'est l'ajustement du fonds de concours lié au pacte fiscal et les subventions versées notamment par l'Agence nationale du sport pour la création de terrains basket 3x3. Au chapitre 021, le virement de la section de fonctionnement, donc pour la somme de moins 14 767 €. Ce chapitre correspond à l'autofinancement. Chapitre 041, opération patrimoniale, la somme de 407 972 €. Écriture de régularisation, mais du patrimoine cette fois. Donc soit un budget total équilibré, toutes sections confondues, à 661 547 €. 139 428 € en section de fonctionnement et 522 119 € en section d'investissement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver pour chacune des sections, fonctionnement et investissement, et chacun des chapitres aux chiffres indiqués ci-dessus, le projet de DM3 du BP de la ville d'Autun pour cet exercice 2023 et d'autoriser monsieur le maire ou ce représentant ayant une délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup Véronique. Et vous voyez d'ailleurs que nous avons été lauréats de la subvention de l'Agence nationale du sport pour le terrain de basket 3x3 qui sera construit autour du lac et qui répondra à un besoin de pratique en plein air de cette discipline en plein essor. Sur les autres aspects, y a-t-il des questions Michael Guigeot? Oui, déjà, saluer l'arrivée de M. Carmou, service des finances, et lui dire qu'il a bien de la chance d'être tutoré quelques mois par Mme Henriot. Donc, bienvenue à vous. Je pense qu'on aura des questions pendant le reste du mandat à vous poser, que ce soit à la petite commune ou à la ville d'Autun. Soyez-en sûrs. Et tu as répondu à une de mes questions sur le terrain de basket 3x3, sur sa situation géographique dans la ville. Et j'ai entendu ou lu, je ne sais plus, que le parc un peu sportif à côté du Collège du Vallon allait être fait. Est-ce que c'est dans le prochain budget 2024 J'ai cru que le terrain 3x3 allait se faire ici, c'est pour ça. Donc avoir une petite précision à ce sujet-là. Et l'acquisition du mobilier de Napoléon Bonaparte à l'hôtel Saint-Louis, que deviendra-t-il si on n'a pas l'hôtel? Est-ce qu'on le récupère pour le mettre au muséum? Merci. Alors, sur le terrain de jeu du Collège du Vallon, qui était, je crois d'ailleurs, une des propositions du Conseil Jeunes Citoyens, et en même temps, on est en train de, j'espère, résoudre la problématique de stationnement anarchique autour du Collège du Vallon. Est-ce que Cathy ou Eric, qui est en train de suivre ce dossier, peut nous donner des précisions? Alors moi, je peux juste apporter des précisions en ce qui concerne le parking, pour dire que ce qui était auparavant la piste d'athlétisme sera donc un parking réservé plutôt au personnel de l'établissement, ce qui va permettre de désengorger les places de stationnement, puisque c'est une quarantaine de voitures tout de même qui sont là quasi à la journée. Et puis un aménagement, mais là je parle sous le contrôle de Françoise André, un aménagement de ce parking qui va permettre là aussi une meilleure fluidité et un vrai couloir de circulation pour sécuriser les lieux. Ensuite, alors le projet du Conseil Jeunes Citoyens, effectivement, c'était d'aménager cet espace pour en faire un espace de sport plus collectif, avec quelques aménagements. En effet, pour l'instant, nous n'avons pas encore les plans ou la réalisation plus concrète.
mais c'est potentiellement dans les tuyaux après l'aménagement pour donner davantage de places de stationnement et éviter effectivement des embouteillages ou des comportements un peu inciviques qui mettent en danger parfois la sécurité des élèves. Il y avait une autre question donc sur l'hôtel Saint-Louis. Donc nous avons acquis le mobilier que nous tiendrons à disposition du futur acquéreur. Un nouvel expert passe mi-octobre pour réévaluer le bien avant sa mise aux enchères. Nous avons fait réaliser par un cabinet d'architectes de Saulieu de mémoire, de géomètre pardon, de Saulieu, hein, c'est ça. Voilà. Donc un cabinet de géomètre qui vient dresser les plans de géomètre qui n'existaient pas sur ce bâtiment. Nous avons fait une fiche action pour l'établissement public foncier en parallèle de la fiche action qui a été faite pour les murs de Veldeman. Eh bien, il y a la même démarche en parallèle pour les murs de l'hôtel Saint-Louis. L'idée pour Veldeman est différente, c'est de pouvoir acquérir ces bâtiments qui sont évalués à environ 2 millions d'euros pour pouvoir permettre un redémarrage rapide avec du cash pour l'activité. Et l'établissement public foncier, l'idée c'est de permettre l'acquisition lors de la vente aux enchères et ensuite une remise sur le marché progressive au fil des projets qui se montraient sur ce tellement ou sur une partie du tellement, sachant que l'EPF peut faire aussi des travaux d'urgence sur le clos couvert et que dans une partie du bâtiment, il y a des travaux d'urgence à réaliser, notamment à l'arrière. Donc voilà, s'il n'y a pas d'acheteur, il y a l'EPF. La ville s'était annoncée comme potentiellement acheteur de dernier recours. L'EPF, l'établissement public foncier régional, du coup, se substituera à la ville, maintenant que nous adhérons, pour réaliser cette opération s'il n'y a pas d'acheteur lors de cette vente, en sachant également, vous vous souvenez que nous avons fait voter une très forte contrainte juridique sur ce bien avec une opération de restauration immobilière qui fait que s'il y a un repreneur privé qui se manifeste à la vente aux enchères, il sera tenu par un cahier des charges très strict que nous avons mis en place. Évidemment, l'EPF, lui, par définition, rentrera et respectera ce cahier des charges puisqu'il travaille en étroite collaboration avec les collectivités. Voilà, ce sera dans les semaines à venir. C'est effectivement très long, mais ça avance. Merci. Il y a juste donc Impotax, c'est fonds de péréquation, c'est le FPIC 2023. Il y a une coquille, c'est pas un E, c'est un F. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors, 5 abstentions. Anatole Sago, Frédéric Brochot, Catherine Leflon, Angéline Gorini, Florence Garnier. Je vous remercie. Le rapport suivant concerne l'amortissement de nos biens aux 2 avenue Charles de Gaulle. Véronique Paco. Oui, en fait, il s'agit d'un ajustement entre l'actif du comptable et l'inventaire de l'ordonnateur. Donc, ces opérations sont neutres budgétairement pour la collectivité et elles n'auront aucun impact sur le résultat de fonctionnement et d'investissement. Cependant, donc, le comptable a identifié des immobilisations pour lesquelles les amortissements auraient dû être constatés les années antérieures. Donc, considérant que ce bâtiment situé 2 avenue Charles de Gaulle a été acquis par la collectivité en 1971, selon le relevé de propriété joint à cette délibération, et qu'il est donc amorti en totalité, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget principal M14 de la commune d'un montant de 58 021,62 € par opération d'ordre non budgétaire pour régulariser le compte 28132 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Voilà, donc une délibération purement technique qui n'a pas de conséquences budgétaires concrètes, qui nous permet de répondre à la demande du comptable public sur l'amortissement des biens dans le cadre de la nouvelle nomenclature budgétaire. Sur cet amortissement des deux boutiques avenue Charles de Gaulle, enfin de leur valeur, y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Gauthier pour l'avenant numéro 4 avec l'association les Amis de la Chapelle Notre-Dame des Bonnes Œuvres et des 7 Dormants. Donc, l'association Les Amis de la Chapelle Notre-Dame des Bonnes Œuvres et des 7 Dormants a sollicité le renouvellement de la convention en date du 22 juin 2020. Cette dernière prenant fin en 2023. Donc, pour rappel, c'est l'association qui est en charge de la Biennale d'Art Sacré que nous avons la chance d'avoir cet été. Donc, l'intérêt du concept inédit de cet événement, reconduction de 3 ans est proposé. Afin de consolider le budget des actions à venir de l'association dès 2024, une subvention exceptionnelle de 20 000 € a été inscrite à la décision modificative numéro 3. Il est proposé au Conseil municipal, article 1er, d'approuver cet avenant et article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci. On salue cette association de bénévoles qui a pu animer et est responsable aussi d'une partie du tourisme sur notre ville, avec notamment un certain nombre de personnalités du domaine de la culture qui sont venues visiter cet événement et en même temps visiter la ville, notamment du ministère et au-delà à l'étranger. Donc on augmente notre participation qui était annuellement de 15 000 à 20 000 pour accompagner le développement de cette manifestation, la Biennale d'Art Sacré Contemporain. Sur cette convention triennale, avenant numéro 4, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, merci pour eux. Modification du tableau des effectifs numéro 2. Oui, donc il s'agit d'autoriser la collectivité au recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois. Donc, à compter du 1er octobre 2023, il est proposé de créer un emploi non permanent relevant du grade de rédacteur pour effectuer des missions de journaliste-rédacteur suite à l'accroissement temporaire d'activité à la direction de la communication. D'une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures, pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois. Article 2, de fixer la rémunération en fonction des diplômes, des compétences et de l'expérience professionnelle de l'agent recruté. De créer à compter du 1er octobre 2023 un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer les missions d'adjoint technique marquage routier, toujours dans une situation d'accroissement temporaire d'activité. De fixer la rémunération, donc toujours en adéquation avec le diplôme et les compétences, de créer à compter du 1er octobre 2023 un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer diverses missions à la direction des sports et loisirs, dans le schéma aussi de l'accroissement temporaire d'activité, et de créer à compter du 1er octobre 2023 un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer les missions de mécanicien, toujours dans le schéma d'un accroissement temporaire d'activité. À compter du 1er novembre 2023, un emploi non permanent de grade d'adjoint technique pour effectuer les missions adjoint technique marquage routier suite à l'accroissement temporaire d'activité. Donc en fait, c'est pour avoir un binôme sur ce volet d'emploi qui nécessite des interventions sur la voie publique. Donc nous modifions le tableau des effectifs comme suit. Donc en filière technique, nous avons donc une création de un poste à compter du 1er octobre 2023 pour un emploi à temps complet.
Merci Véronique. En indiquant que le poste à pourvoir de traçage au 1er novembre est toujours ouvert, que nous avons reçu des candidats, mais qu'il n'y a pas eu de candidats qui nous ont formellement confirmé. Et donc on cherche encore à compléter notre effectif pour faire le traçage en interne. Le chef d'équipe est recruté, la machine est arrivée, la peinture, je crois, est commandée, l'endroit pour mettre la peinture est commandé. Il nous faut un deuxième agent. Le marché se termine... Elle est partie, Céline ? Pardon, le marché de traçage se termine quand ? À la fin de l'année ? 31 décembre. Voilà. Il se termine au 31 décembre, mais on a déjà consommé tout notre budget avec eux, puisque c'est un marché forfaitaire. Et donc maintenant, pour tracer, il faut que ce soit nous qui tracions. Et on espère justement bien tracer, mieux tracer, être plus réactif et améliorer à la fois la propreté de la ville, mais aussi la sécurité routière, parce que le traçage, c'est aussi la sécurité des piétons, des vélos, des personnes handicapées. On mettra beaucoup plus de pictogrammes aussi, vélos, personnes handicapées, pour marquer mieux, plus vite, y compris quand il y a des travaux sur la repasse. Il n'est pas impossible qu'on ait toujours un petit marché sur les nouveaux traçages. Dans un premier temps, on fera d'abord la repasse et on aura parfois peut-être à avoir pour les nouveaux les nouvelles rues ou les rues qui sont refaites pour faire la première passe. Mais ça, c'est anecdotique, en discussion. En tout cas, notre équipe sera au complet pour commencer à tracer, si le temps le permet, et sinon préparer la saison de traçage. Il y a plein de choses à faire de toute façon. On avait un peu de retard sur ce poste qui nous est régulièrement demandé d'améliorer la signalisation horizontale. Et donc, avis aux candidatures. Sur cette délibération, a-t-il d'autres questions ? Anatole Sago ? Une courte question. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les accroissements temporaires d'activité et sur les économies réalisées en passant en régie ? Alors, sur les économies en régie, vous pouvez nous donner le montant du marché actuel, Céline ? Il est environ 60 000 € hors taxe. Donc 60 000 € hors taxe, ce qui fait un peu moins que 2 emplois chargés. Donc on va recruter en interne, ce qui permettra d'avoir d'ailleurs des agents polyvalents, c'est qu'ils puissent aussi développer une certaine polyvalence pour faire d'autres fonctions et donc d'être aussi plus réactifs. Donc on a peut-être une légère augmentation du budget pour un bien meilleur rendu. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et récupérer cette compétence en interne. On avait vraiment des grosses lacunes sur le temps de réponse. La première année, on va nécessiter pas mal d'investissements. Et après, il est vrai qu'une fois qu'on a l'investissement nécessaire, l'équipe en plus qui sera formée pourra faire autre chose d'hiver. Ces 2 postes chargés ne correspondront pas à 100% sur la partie marquage. Et voilà, tout comparer. Voilà, donc je répète pour ceux qui n'ont pas nécessairement entendu. Donc il y a des investissements au début sur la machine qu'on payait de toute façon par ce marché. D'ailleurs, des personnes qui travaillaient pour notre prestataire ont candidaté chez nous, donc ça nous amènera notamment une qui nous amènera de la compétence. Et puis ensuite, effectivement, on va essayer d'amortir en renforçant nos équipes techniques. On ouvre aussi un poste donc à temps complet de technicien, notamment technicien bâtiment, là aussi pour renforcer nos équipes sur le bâtiment. C'est des postes qui sont difficiles à recruter, mais on a vraiment aussi besoin de renforcer les équipes actuelles pour pouvoir mener nos travaux et pouvoir faire tout ce qu'on vote dans l'année. Mécanicien, alors je prends l'envers, donc non permanent de marquage au 1er novembre, donc il est, je viens d'en parler.
mécanicien, donc là, c'est pour renforcer notre atelier municipal qu'on a découplé l'an dernier avec la gamme. Donc on travaille en prestation pour la communauté de communes. Donc la communauté de communes fait appel à nous et aussi à des garages privés. Et nous-mêmes on remet à niveau notre flotte. Et on fait là des énormes économies sur les prestations externes. Donc en fonction de la remise à niveau de nos véhicules, on a aussi diminué notre flotte. On va aussi passer évidemment une partie de notre flotte en électrique. Et donc cet emploi non permanent aura probablement vocation à avoir à la fin de son contrat à devenir un emploi permanent. Non permanent adjoint technique à la direction sport et loisirs. C'est Eric. C'est pour le golf, c'est pour le greenkeeper. Oui, c'est ça. Donc là on a Adjoint. greenkeeper adjoint. Et là on a des candidatures, je crois. Hein. Donc là on a proposé un contrat d'une année à un jeune sportif qui est golfeur. Ah oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc normalement il devrait commencer. Il est disponible donc 1er octobre. C'était un poste vacant suite à mutation ou on renforce l'équipe? C'était suite à mutation puisque notre agent qui était de qualité est parti à Monceau-les-Mines puisqu'il habitait de mémoire à Saint-Vallier, je crois. Donc ça lui évitait de faire les trajets et de dépenser les coûts de carburant à raison de l'aller-retour journalier. Voilà, et puis donc je remonte. Donc l'emploi permanent, donc ça, on a quasiment trouvé notre non permanent, pardon, sur le marquage, mais qui aura vocation à devenir permanent si c'est concluant cette reprise en régie du marquage. Et puis sur le service communication mutualisé, on souhaite passer de 16 à 20 pages le magazine municipal. On est assez bon sur les équipes vidéo et photos et sur le web avec des recrutements récents. On a encore un certain nombre de pigistes qui écrivent pour nous. Et donc c'est là pour booster la rédaction sur le magazine municipal et réduire nos contrats externes de communication et de pigistes. Voilà. Donc là, à peu près à coût constant aussi. Et là-dessus, sur l'économie, on en est où? Sur l'économie, donc je ne sais pas combien on a de contrats de pigistes exactement, mais on a sur la ligne de prestations externes de rédaction, on a environ 15 000 euros. Donc ça couvrira pas forcément un coût complet. Là aussi, l'idée, c'est de passer de 15 000 à 0 et de faire en sorte que notre agent puisse travailler aussi pour la communauté de communes, puisqu'on est dans des équipes mutualisées. Et donc de facturer à la fin de l'année aussi des prestations qui pourraient être demandées par la communauté de communes. La vice-présidente en charge de la communication aura, avec la présidente, l'attitude aussi pour booster la communication du Grand Autunois-Morvan. Je fais une petite incise. On est un certain nombre évidemment à regretter, je ne sais pas si vous le partagez, à le regretter la diminution notamment du rythme des sorties en Grand Autunois-Morvan qui était vraiment très très apprécié. Voilà, ça a été une économie qui a été faite. De la même manière, il n'y a plus nécessairement de communication et de distribution d'infos pratiques type calendrier des ordures ménagères qu'on a dû reprendre en interne et qu'on refera puisque la calendrier va changer au 1er janvier 2024 avec le doublement de la ramasse en bac jaune. Et donc là aussi, il y a un travail. On espère que la communauté de communes fera appel à ces nouvelles compétences en interne. Donc il y aura une réorganisation du service sur lequel va travailler Cathy avec Amanda Évrard pour là aussi être plus réactif, apporter plus de contenu, notamment dans le magazine municipal que nous faisons 2 fois par an, à voir si on augmente la parution. En tout cas, on souhaite augmenter la pagination. Des devis sont en cours et seront également proposés au budget parce que c'est aussi un peu plus d'impression, mais il se passe pas mal de choses à Autun et on est toujours frustré de ne pas pouvoir en dire autant avec 16 pages tous les 6 mois. Sur ce modification du tableau des effectifs, y a-t-il des
Gilbert. Juste par rapport au jeune qui va être recruté pour le golf, est-ce qu'il a suivi une formation de greenkeeper ou est-ce que il a eu une autre formation? Est-ce qu'il allait à UCL ou est-ce que voilà? Alors je connais pas, mais je crois que tu anticipes un petit peu sur la délibération suivante. Comment on forme des jeunes? Non, mais là, je sais pas. Greenkeeper, c'est pas particulier. C'est pas nous qui les formons. Non, mais Rémi Fulgini avait l'air de trouver un candidat intéressant, d'autant qu'il est lui-même golfeur. Mais j'en sais pas plus, je connais pas exactement le profil. Mais on est sur ces profils de golf, notamment côté de Montchanin, Monceau, la Côte d'Or. C'est quelque chose de très concurrentiel. particulier, oui. Et en plus, les formations de greenkeeper sont pas forcément celles choisies parce que le marché de l'emploi est quand même assez réduit. Donc, quoi qu'il en soit, notre jeune aura des formations à faire. Mais bon, pour l'instant, je veux dire, c'est aussi une période pendant laquelle il va être testé, puisque les formations ne vont pas être effectuées dès les premiers mois de son contrat de travail. Il a une période d'essai, il a un bon niveau au niveau, je dirais, espace vert, aménagement paysager, etc. Et il est très volontaire pour se former par la suite, mais ce ne sera pas à sa prise de poste, puisque c'est un CDD de 12 mois pour l'instant. Et merci. Et du coup, ça fait une excellente transition avec Céline Goudier-Posva sur cette délibération annuelle que nous ne prenions pas et qui est pourtant obligatoire. Et donc, on s'améliore à chaque fois grâce notamment à notre nouvelle directrice des ressources humaines, Sophie Renaud, qui nous indique que ce rapport devait être pris. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en plus, il met à l'honneur notre politique de formation et les postes ouverts pour former des jeunes. Céline. Alors, il fallait voter sur... on n'a pas voté sur le... Juste un point quand même sur ce qui est de... Pardon. L'augmentation du MAG, de passer de 16 à 20 pages. Ouais. Aujourd'hui, on est beaucoup quand même dans la démat. Je sais que beaucoup sont encore attachés à avoir en papier. Après... Voilà, j'ai quand même une fibre aussi un petit peu environnementale. On a dans quand même, voilà, la démat, c'est quand même préserver aussi l'environnement et le bois. Et puis le coût aussi de l'impression qui risque d'augmenter. Alors, et avec des charges salariales qui seront sûrement assez élevées aussi quand même. Absolument. Et justement, on a fait des devis pour se rapprocher d'un grammage. Notre exemple. Tu me déjugeras pas, c'est le magazine départemental où le grammage est plus fin. Aujourd'hui, on est sur du papier glacé et le département a un magazine qui est en papier plus fin. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter la pagination, mais de diminuer un peu le grammage qu'aujourd'hui en papier glacé pour essayer de rester dans les coûts, en essayant aussi de travailler évidemment avec des imprimeurs bourguignons, mais d'aller plus vers un magazine plus proche du magazine départemental qui est fin que du magazine de la CUCM par exemple qui est très dur et très rigide en papier glacé. Donc ça va être les devis sont en cours pour tenir les budgets. On a quand même rajouté un tout petit peu de budget. On était à 3 magazines municipaux, on est passé à 2. Donc l'idée effectivement n'est pas d'exploser les budgets en sachant que ce qui est cher c'est la distribution et on est passé là avec Alcordif qui est très pertinent et donc, qui nous donne satisfaction. Cathy, tu voulais dire un truc ? Oui, je veux juste rebondir sur la remarque qui est celle de Frédéric Brochot concernant le fait que effectivement on devrait plutôt passer à du tout numérique, sauf que c'est ce qu'on a fait justement pour le sortir en Grand Autunois Morvan. Et aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à faire machine arrière parce qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas sur le numérique et qu'on tient encore à avoir cette information dans les mains et que la population, notre population, se prête plutôt à avoir effectivement une sortie magazine papier. Sur l'événementiel notamment. Ouais. Alors on n'avait pas voté, me dit Monique. On n'a pas voté. Les services ne nous ont pas encore tapé sur les doigts. Alors, donc, sur le 6.1, modification du tableau des effectifs, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, unanimité, je vous remercie. Et maintenant, la parole à Céline sur ce rapport de l'apprentissage et de l'alternance. Merci, monsieur le maire. Donc, l'autorisation de recourir aux apprentissages et alternances.
Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans, sans limite d'âge cependant supérieure d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du Conseil social territorial, il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage, il est proposé au Conseil municipal de décider du recours au contrat d'apprentissage article 1 et article 2 d'approuver la possibilité de conclure dès la rentrée 2023 4 contrats d'apprentissage conformément au tableau que vous avez dans la présente délibération. Merci. Et du coup, ça nous permet de mettre en avant le fait que nous recrutons un bac pro travaux aménagement paysager pendant 3 ans à la direction sport et loisirs, au service technique espace vert, un CAP travaux aménagement paysager, un BP travaux aménagement paysager et à la direction des musées et du patrimoine, une ou un licence pro guide conférencier, là aussi un métier en tension où il faut former les gens pour pouvoir les garder sur une durée d'1 an. Sur cette autorisation de recourir aux apprentis et aux alternants, y a-t-il des questions? Pas de questions. Des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Versement du fonds de concours, Monique Gatier. Alors, pour mémoire, donc le Conseil municipal a approuvé le pacte de confiance et de solidarité financière et fiscale pour la période 2021-2023, ainsi que son règlement d'intervention qui prévoit une première enveloppe dite de garantie qui n'est soumise à aucune obligation et une seconde enveloppe dite de solidarité qui est conditionnée à la non-augmentation des taux communaux sur la période 2021-2023. Le fonds de concours étant juridiquement une subvention, sa mise en place nécessite une délibération de la commune demandant son octroi. En précisant la nature des équipements communaux, le fonds de concours sera obligatoirement fléché en investissement, un plan de financement accompagné d'un descriptif synthétique du projet ou de l'équipement concerné devra être présenté. Le fonds de concours est au maximum égal à la moitié du reste à charge de la commune. Donc il y a un tableau qui a été fourni en annexe. Il est accordé par délibération du conseil communautaire et versé dès la production d'un état récapitulatif accompagné des dépenses communales acquittées et des recettes reçues et à recevoir, visées par la trésorerie. Il vous est donc proposé de retenir comme éligibles au fonds de concours de la CCGAM les dépenses d'investissement telles que présentées dans l'annexe ci-jointe. Il y avait donc des tableaux joints. Article 2, de solliciter le fonds de concours auprès de la CCGAM d'un montant de 125 170,43 €, équivalent au montant octroyé à la commune dans les enveloppes dites de garantie et de solidarité au titre de 2023 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. Merci Monique, je pense que personne ne s'opposera à recevoir 125 000 €. Néanmoins, j'attire votre attention pour les conseils communautaires que le pacte financier et fiscal se termine en 2023 et qu'il devrait être amené à être révisé avec, je pense, un devoir de solidarité encore plus grand dans notre intercommunalité où les divergences, notamment en termes de taux d'imposition, sont très forts, où les situations également en termes de pression fiscale et de taux de pauvreté sont assez diverses et où notre communauté a aussi à remplir son rôle d'atténuation des charges de centralité. J'espère que nous porterons donc ensemble cette exigence pour la commune. En attendant, voilà le fonds de concours de cette année qui justifiait notre conseil municipal, parce que si nous ne délibérons pas, nous ne l'obtenons pas. Et donc,
notre conseil municipal était surtout justifié par cette demande de versement. Sur le fonds de concours communautaire, y a-t-il des questions? Michael Guigeot. Tu veux dire que le pacte de stabilité 2024 n'est pas, on va dire, en train de se négocier, alors qu'on prépare nos budgets communaux actuellement? Le travail de réflexion n'est pas amorcé à la communauté de communes? Alors, bon, moi, mon travail de réflexion, il est abouti, puisque j'avais d'ailleurs une année indiqué ce que je pensais être la bonne chose pour la communauté, et que en tant que vice-président aux finances pendant 3 ans, j'avais d'ailleurs amené ce pacte fiscal à plus de solidarité, plus de resserrement des taux et pas de divergence des taux d'imposition, parce qu'à un moment, pour des raisons d'optimisation du coefficient d'intégration fiscale, il y avait une forme d'incitation à avoir des taux qui divergeaient, à certaines communes à baisser leurs taux, et puis également à prendre en compte des critères comme le nombre de logements sociaux, la pression fiscale, dans une enveloppe dite de solidarité qui était de 100 000 euros. Et puis également, j'avais proposé d'autres types de mécanismes, notamment pour favoriser la coopération intercommunale à l'échelon AFRA-EPCI. Donc, on est en train effectivement de travailler sur notre budget 2024 en avance, qu'on espère voter en février, ce qui serait historique. Et donc, je crois que le travail est en cours, et ensuite il y aura aussi des réunions de bureaux, de vice-présidents, etc. pour dégager les grandes lignes. Il y aura probablement pas de bouleversement, mais je pense qu'il faut, j'allais dire, persévérer sur ce que j'avais essayé d'un peu introduire, puisque ce n'est pas qu'un pacte fiscal, c'est un pacte fiscal et financier de solidarité, et qui, s'il n'est pas établi, ou s'il n'est pas voté, entraîne automatiquement de la part de l'intercommunalité le versement d'une dotation spéciale de solidarité à la commune centre qui dispose d'un QPV. Donc, s'il ne se passe rien, c'est Autun qui récupère tout, ou qui récupère beaucoup. Aujourd'hui, on a un mécanisme qui fait qu'on se répartit un peu entre tous. Il y a peut-être un juste milieu, et il faut voir où on bouge le curseur. Donc maintenant, ça va être aussi à négocier en fonction des communes qui ont peut-être des projets, et puis la volonté de l'intercommunalité d'agrandir, de restreindre ce volet solidarité en fonction des possibilités de l'intercommunalité qui est parfois vue comme une boîte aux lettres, et qui elle aussi a ses propres contraintes budgétaires. Donc le travail va être en cours, mais effectivement il est important pour la commune, pour que on puisse continuer à faire reconnaître l'intérêt originel de ces intercommunalités, qui est aussi d'absorber les charges de centralité. C'est en partie le cas par la reprise d'équipements tels la piscine ou autres, mais ça doit être aussi le cas via les transferts financiers et les pactes fiscaux. Donc d'autres questions sur on a fait voter la demande du versement de fonds de concours, non? Donc sur ce versement du fonds de concours, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le rapport de la CLECT, oui, pardon. Je voulais revenir juste sur le MAG, parce que oui, c'est vrai que voilà, il y a de la page. Je reviens juste sur le MAG vite. Moi, je vous remercie aussi, parce que oui, il y a quand même besoin aussi d'écrit, ça je concède. Certes qu'on va de plus en plus vers de la démat, mais merci, je salue pour également l'encart de parole que l'on a droit, où chaque concitoyen peut voir aussi ce que chacun fait, chacun pense, chacun évolue au sein de la ville. Et puis, en même temps, c'est sûr que aussi les concitoyens ont besoin également de la presse, que ce soit papier ou mag. Et je remercie la presse qui, vous êtes encore tout seul ce soir, présent jusqu'à la fin de ce conseil, à savoir qu'on aura encore des points importants. Je trouve dommage que certains quittent pour relater à nos concitoyens ce qui se passe au sein de notre conseil. Merci. Je suis perdu.
On en est à l'approbation du rapport final de la CLECT. C'était notamment sur les transports scolaires, je crois, mais ça concerne en fait pas du tout la commune d'Autun, mais il faut quand même délibérer, m'a dit Agnès Henriot, et comme elle part bientôt en retraite, je fais ce qu'elle me dit. Même si je pense que si nous n'avions pas délibéré, ça aurait quand même marché. Donc je vous propose d'approuver le rapport final de la CLECT. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le bilan de la mutualisation du pôle entretien, Jean-Louis Guillon. De quoi? Je l'ai pas lu. Le rapport de la CLECT, il y a 72 pages. Non, mais juste. Ah, Sarah, je t'ai piqué ta délib. Non, mais c'est pas grave. Tu m'en veux? C'est fait, pas du tout. Tu m'en veux? Allez. Bon, pardon. Excuse-moi. On fatigue. J'étais prête. Désolé, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. On fatigue un petit peu. Allez, il en reste. T'avais tout appris par cœur. Il en reste deux. Jean-Louis Guillon. Sur le 7.3. Alors Jean-Louis, il faut que Jean-Louis se réveille. Jean-Louis Guillon sur le 7.3. Alors le bilan 2022 de la mutualisation du pôle entretien. Considérant que le pôle entretien a été mutualisé à compter du 1er janvier 2020 entre la communauté de communes du Grand Authunois-Morvan, le centre intercommunal d'action sociale et la ville d'Autun, et qu'il convient d'arrêter les coûts de répartition de services de l'exercice 2022. Considérant que la convention prévoit la répartition entre les collectivités du coût du personnel chargé de la gestion du service mutualisé, porté à 2,5 équivalents temps plein agents de la CCGAM. Considérant que la répartition suivante est arrêtée pour un coût total de gestion de 100 031 €, 81,5% pour la CCGAM, soit 81 525 €, 15% pour la ville d'Autun, soit 15 005 € et 3,5% pour le CIAS, donc 3 501 €. Considérant que le calcul, je viens de citer, donc de la mutualisation 2022 de la gestion du pôle entretien conduit au montant de remboursement entre collectivités suivant, le CIAS doit à la CCGAM un montant total de 3 501 € et la ville doit à la CCGAM un montant total de 15 005 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le bilan 2022 de la mutualisation du pôle entretien. Article 2, d'autoriser l'émission d'un mandat à l'encontre de la CCGAM de 15 005 € au compte 6216. Et article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup sur ce pôle entretien qui nous permet de proposer des contrats stables pour le personnel de ménage. Y a-t-il des questions sur ce pôle entretien? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et la dernière délibération a été ajoutée suite au tremblement de terre au Maroc survenu le 6 septembre dernier, le 8 septembre, pardon. Un séisme de magnitude 7 a frappé le Maroc dans 2 zones rurales montagneuses au cœur du Haut-Atlas, dans des zones difficiles d'accès. Au dernier recensement du ministère de l'Intérieur marocain, du lundi 11 septembre, près de 2500 personnes sont décédées. Et le bilan s'alourdit jour après jour. Face à cette nouvelle catastrophe, de nombreuses collectivités françaises ont exprimé leur souhait de venir en aide aux populations et collectivités territoriales affectées. En réponse à cet élan de solidarité, Cité Unie France a décidé de lancer un fonds de solidarité pour les collectivités touchées par cette catastrophe. À l'image des autres fonds de Cité Unie France, celui-ci visera à agir au service d'une action de réhabilitation auprès des collectivités territoriales, en aval de l'urgence humanitaire et en complémentarité de l'aide internationale, qui est de la compétence des États. L'accès aux zones dévastées étant particulièrement complexe pour des raisons sécuritaires, le Fonds de solidarité priorisera dans un premier temps son action auprès des collectivités en s'appuyant sur les réseaux et partenaires existants. La ville d'Autun souhaite se porter solidaire au Maroc et à ses habitants, contribuant à ce fonds de solidarité par le versement d'une subvention de 1 000 €. Et d'ailleurs, à ce titre, Gilbert Darroux nous représentait au conseil d'administration de Cité Unie France et nous avons obtenu en juillet 2023 le label Territoire uni et solidaire face aux crises,
qui met en exergue le fait que notre collectivité s'engage dans la mise en œuvre d'une politique de solidarité internationale, notamment dans le cadre de crises affectant des collectivités territoriales étrangères. Diplôme remis par le président de Cité Unifrance, maire de Dijon, François Rebsamen. Sur cette délibération, y a-t-il des... Oui, Frédéric Brochot. Oui, désolé, je casse le matériel. Sur cette délibération et cette action, on ne peut qu'être solidaire d'un peuple qui a subi ce terriblement de terre. Je dirais des catastrophes naturelles qui viennent maintenant assez régulières. On le voit un peu partout dans le monde, et il est normal que l'on apporte notre soutien. Ce que j'aurais souhaité, et ce que nous aurions souhaité, c'est que, comme beaucoup de collectivités l'ont fait également, et comme on va certainement le faire aussi jeudi, nous, en assemblée départementale, mais au-delà de ça, j'aurais souhaité également qu'il y ait un soutien d'apporter à la Libye, comme je le disais, comme beaucoup de collectivités l'ont fait, et surtout où il y a eu énormément de morts aussi de par les inondations qu'ils ont connues. Voilà, je ne sais pas si on peut modifier et si on peut apporter en même temps, autant au Maroc que à la Libye, de par ce rapport. Gilbert Darroux qui a suivi ces sujets. Juste pour compléter, oui, c'était une question qui a été posée au bureau exécutif. Le problème, c'est que Cité Unifrance intervient uniquement auprès des collectivités, et que là, pour la Libye, comme quand il y a eu le tremblement de terre en Turquie, c'était impossible d'apporter une aide directement aux collectivités. Il fallait passer par des ONG, c'était super compliqué. Oui, je sais, mais ouais. Et là, c'est le face. Non, mais là, c'est par Cité Unifrance. Donc, eux, ils ont un système particulier, et eux, ils peuvent pas intervenir. Et eux, ils vont pas sous-traiter au FACECO. Ils interviennent directement auprès des collectivités. On peut peut-être passer, nous, par le FACECO. Nous, les autres collectivités, je pense que comme le Creusot, comme l'ont fait, et comme nous, on va passer par le FACECO pour la Libye. Le Maroc, on était passé par la Turquie, pardon, on était passé par quel biais? CUF aussi, c'était uniforme. Non, mais le problème, c'est le fléchage. Le fléchage, il est spécifiquement sur les collectivités. Il n'est pas sur des autres aides. Donc, le fléchage des attributions qu'on peut faire, il est fléché directement sur les collectivités. C'est-à-dire que les fonds qui sont récupérés sont versés directement aux collectivités. Oui. Simplement aux collectivités. Mais là, qu'on passe par la structure que pour le Maroc, la structure qui est fléchée, on peut passer par le FACECO pour la Libye. Ce que je propose, c'est que vous avez peut-être remarqué que dans les subventions qu'on a votées, il y a 5 000 € de subventions non affectées pour la fin de l'année. Donc on regarde avec Gilbert comment ça peut se faire, ou si c'est compliqué. Non, mais c'est possible. Mais le problème, c'est de savoir à qui on donne l'argent. La CUF ne donne jamais d'argent pour des aides particulières sur les gens qui n'ont pas de logement, des choses comme ça. C'est simplement pour le fonctionnement des collectivités. Mais on peut le faire avec le FACECO aussi. On va regarder ce que fait le département jeudi, et puis on regardera pour le prochain conseil municipal. Le Creusot, on fait également. Voilà, moi, c'est l'histoire. Le peuple libyen a également souffert et souffre, et avec un nombre de morts qui se compte également par milliers, des catastrophes qui arrivent en même temps, comme ça, on peut être solidaire. De toute façon, on ne peut qu'être solidaire de tous les peuples. Alors, absolument, je partage entièrement. Monique me dit que côté communauté de communes et SIAS, il y aura également un don qui va être fait. On peut peut-être du coup coupler, et que la communauté de communes ou le SIAS complète l'aide qu'on a fait pour pas être en doublon. Ce serait, ce sera au choix des élus, et pour qu'on puisse trouver un moyen pour apporter une aide à la Libye. Comme vous l'avez peut-être vu dans les versions
première, je crois qu'on a rectifié au dernier moment. La délibération sur le Maroc qui a été ajoutée juste à la fin de la préparation de ce conseil municipal, alors qu'on avait déjà bouclé, donc on l'a rajouté un petit peu au dernier moment. Mais on va regarder soit via la CCGAM et le SIAS, soit via une prochaine délibération, comment on fait pour aussi soutenir la Libye. Et c'est vrai que c'est arrivé juste au moment de notre préparation budgétaire. Donc on va regarder, Frédéric, pour soit par la ville, soit par le SIAS, soit par la CCGAM, trouver une solution pour aussi venir en aide à la Libye. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. La séance est levée.